tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Ravi de vous retrouver pour presque une heure de discussion sur tous les enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, après Covid Tracker, Vaccine Tracker, ou comment suivre l'évolution du nombre de vaccinés en France. Son fondateur Guillaume Rosier sera notre invité. Il nous racontera comment, en quelques mois seulement, son site est devenu un média à lui tout seul pour des milliers de personnes. Notre talk du jour sera dédié à la promotion 2021 du Next 40 et French Tech 120. 42 startups y font leur entrée cette année. Quel accompagnement offre cette distinction? Nous poserons la question à nos invités. 3 startups, dont 2 primées pour la première fois en 2021. Comme toutes les semaines, Damien Bancal, journaliste spécialiste en cybersécurité, nous rejoindra pour son alerte cyber. Aujourd'hui, il nous met en garde sur les alertes au piratage de nos adresses mail. Et puis, au lendemain de la Saint-Valentin, une preuve d'amour un peu spéciale. Que diriez-vous d'envoyer une lettre à votre amoureuse ou amoureux dans l'espace? Zoom sur cette opération étonnante en fin d'émission avec notre experte innovation, Cécilia Sévry. Mais tout de suite, place bien sûr à l'invité du jour. Nous commençons donc cette émission avec Vaccine Tracker. C'est le nom de ce nouvel outil de surveillance de la vaccination en France. Une initiative menée par Guillaume Rosier, data scientifique et fondateur du site covidtracker.fr. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. On va parler bien sûr de Vaccine Tracker. J'aimerais d'abord quand même qu'on revienne sur la genèse et comment et pourquoi est né Covid Tracker. Covid Tracker, en fait, est né très naturellement. Ce qui est rigolo avec ce projet, c'est que je n'ai pas eu l'ambition de le créer. Il est né vraiment progressivement, jour après jour, semaine après semaine. Et en fait, en mars, j'ai commencé à faire un premier graphique. C'était très tôt, le 5-6 mars, 12 jours avant le confinement, soit une éternité. On parlait très peu du coronavirus en France. L'Italie n'était même pas confinée, c'était le 9 mars. Et quand elle a été confinée, c'était un peu la stupeur en France et en Europe. Et donc là, à ce moment-là, j'ai décidé de faire un premier graphique pour comparer le nombre de cas en France et en Italie, parce qu'on parlait très peu du coronavirus en France et je voulais savoir si la situation était similaire en Italie. Et là, je me suis rendu compte que c'était une exponentielle, que c'était une croissance explosive. Et donc, j'ai partagé cette image à des amis sur Twitter. Vous êtes peut-être un des premiers à avoir vu l'évolution de la Covid? Peut-être un des premiers en France, en tout cas. Et donc, j'ai partagé cette image à des proches. Et puis ensuite, ils étaient très intéressés par cette visualisation. Et ils voulaient une réactualisation tous les jours. Et donc, j'ai décidé de créer un site pour mettre cette image, initialement, pour mettre cette image sur le site pour que les gens la consultent par eux-mêmes. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des mois, le site s'est enrichi. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À quoi il ressemblait ce site? À quoi il ressemble d'ailleurs encore aujourd'hui ce site? Quelles informations vous donnez exactement? Alors aujourd'hui, donc c'est un site qui est assez complet et qui permet de... On n'est pas juste sur le nombre de contaminés en France, vous donnez d'autres informations. Et exactement, en fait l'objectif est de comprendre comment évolue l'épidémie, donc à la fois en France, dans les autres pays, mais aussi dans les différentes tranches d'âge en France, dans les différents départements, dans les différentes régions. Donc l'objectif c'est de comprendre quelle est la dynamique de l'épidémie, quelle est la gravité dans chaque territoire. Et d'essayer de comprendre l'évolution de cette épidémie. Et puis aujourd'hui, on fait d'autres choses, comme par exemple le suivi de la vaccination, comme vous l'avez dit, avec Vaccine Tracker, qui permet de suivre le nombre de personnes vaccinées, première dose, deuxième dose, de suivre la réception des stocks aussi, des livraisons, et puis dans chaque tranche d'âge, dans chaque région et dans chaque département aussi. Donc le site permet vraiment aujourd'hui de suivre l'épidémie et la vaccination, entre autres. Où allez-vous chercher ces informations du nombre de contaminés d'abord pour Covid Tracker et aujourd'hui du nombre de vaccinés? Alors toutes les données proviennent d'organisations publiques, ce sont donc des données officielles. Pour la France, la très grande majorité des données provient de Santé publique France, donc qui publie dans ce qu'on appelle en open data, c'est-à-dire librement les données quotidiennement. Et donc Covid Tracker utilise directement ces données officielles. Et pour le monde, pour les autres pays du monde, on utilise les données de Johns Hopkins University, qui est une université aux États-Unis, qui agrège les données mondiales à partir là aussi de données officielles et publiques. Donc ce sont uniquement des données officielles. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. On a envie de savoir le back-office de ce site internet. Vous récupérez les informations. Comment vous les faites évoluer? Parce qu'elles évoluent tout au long de la journée, tout au fil des jours. C'est sans cesse un process, c'est un process de toutes les minutes. Comment vous travaillez là-dessus? Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Alors en fait, Covid Tracker, c'est une série d'algorithmes qui vont télécharger des données, récupérer ces données officielles, qui vont ensuite les traiter, donc faire des
des traitements statistiques, générer des graphiques, des visualisations de données, et qui vont ensuite exporter tous ces traitements vers le site de manière à être affichés à l'utilisateur. Et donc ce processus est fait à chaque fois que de nouvelles données sont publiées, donc au moins une fois par jour, par exemple, pour la France. Qu'est-ce qui diffère entre le processus de Covid Tracker et Vaccine Tracker? Il y a une différence entre les deux aujourd'hui? C'est assez similaire, le fonctionnement est assez similaire, seulement que Vaccine Tracker utilise donc des données de vaccination auprès de Santé publique France, alors que le reste de Covid Tracker utilise les données sur le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées ou les décès de la Covid, par exemple. Pourquoi avoir continué avec Vaccine Tracker? Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce site internet Covid Tracker et pourquoi avoir eu envie de continuer avec aujourd'hui la vaccination? Ce qui me plaisait, je pense, c'est que j'ai l'impression d'être utile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des hôpitaux m'ont appelé pour me dire qu'ils utilisent Covid Tracker ou Vaccin Tracker en cellule de crise. Ça, c'est assez fou. Des hôpitaux se sont basés, ont utilisé, vous, les informations que vous donniez sur Covid Tracker. Oui, ou beaucoup de médecins aussi qui l'utilisent au quotidien pour essayer de conseiller leurs patients, de comprendre l'épidémie et d'adapter leur comportement à l'épidémie. Et puis beaucoup de citoyens aussi qui l'utilisent pour adapter leur comportement. J'ai beaucoup de personnes qui me disent ce week-end, j'ai annulé mon anniversaire parce que la situation était inquiétante dans mon département, mais je l'ai reporté à tel autre jour. Donc je pense que c'est vraiment important d'informer les citoyens aussi pour adapter ses propres comportements. Et puis les hôpitaux aussi, certains hôpitaux l'utilisent pour essayer de comprendre la situation dans leur département, pour essayer d'anticiper l'arrivée de nouveaux patients et donc les besoins, par exemple, en matériel ou les besoins humains des prochains jours. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui me motive, parce que le site, je tiens à le rappeler, est entièrement gratuit, sans pub. Nous, on est bénévoles, on le développe le soir, le week-end, en dehors de notre activité principale. Et donc ce qui nous motive, c'est d'essayer d'être utile, essayer d'aider des gens et pourquoi pas de sauver des vies. Faire de la pédagogie en donnant un contexte, ça aussi c'est important. Vous ne donnez pas seulement des chiffres, vous essayez de contextualiser. Ça aussi c'est une démarche qui est importante pour vous. Oui, c'est un peu comme ça qu'est parti Covid Tracker au tout début, au printemps dernier, en 2020. C'est que finalement, on recevait beaucoup de chiffres, on était assommé de chiffres bruts, mais on ne comprenait pas bien la situation. C'est-à-dire que je pense que c'est important de contextualiser les chiffres, de voir dans quel contexte ils s'inscrivent, dans quelle dynamique, avec quelle gravité. Et donc je pense que c'est ça qui nous a poussé au début à faire ces traitements statistiques pour contextualiser ces chiffres et à faire des visualisations de données qui permettent de se rendre compte des proportions et des évolutions des chiffres. Que pense le gouvernement de vos deux sites internet? Est-ce que vous avez des retours de la part des pouvoirs publics? J'ai eu assez peu de retours, mais j'en ai eu quelques-uns, notamment du ministère de la Santé et du ministre de la Santé qui m'a appelé début janvier pour me dire qu'il connaissait Covid Tracker et qu'il trouvait le site très clair. Et donc il m'a remercié d'avoir fait ce site. Et puis quelque part, c'est une initiative, je trouve, qui prouve l'intérêt de l'open data, donc du fait de publier des données publiques exhaustives. Parce que finalement, Santé publique France collecte ces données, comme le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées, et puis les met à la disposition des citoyens français, dont je fais partie, qui, eux, font des réutilisations de ces données, qui font des outils qui sont innovants et créatifs et qui permettent de bien comprendre et de bien utiliser ces données-là. Donc, quelque part, je pense que c'est une preuve de l'utilité de l'open data aujourd'hui. Est-ce que ça vous donne alors envie de réitérer peut-être plus tard sur d'autres types de pathologies, sur d'autres virus? C'est quelque chose que vous allez réitérer? Oui, bien sûr, et je pense que ça s'applique à plein d'autres domaines. Si Covid Tracker a eu ce succès, parce qu'en janvier, il y a 1,2 million de personnes distinctes qui ont consulté le site, donc c'est absolument, pour moi, c'est stratosphérique. Donc je pense que s'il y a cette popularité, c'est quelque part qu'il y a un besoin et que les gens apprécient ça, ont envie de comprendre le contexte des chiffres de façon claire et rapide. Et donc je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines, dans la santé ou en dehors de la santé d'ailleurs. Merci beaucoup, Guillaume Rosier, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Covid et Vaccine Tracker. Je ne sais pas si on le prononce à la française ou à l'américaine. Moi, je prononce Vaccin Tracker, mais vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Bon, très bien, Vaccin Tracker. Merci en tout cas d'avoir débattu avec nous sur le plateau de Smart Tech. Merci. C'est l'heure de notre talk du jour. Focus aujourd'hui sur les nouvelles startups du Next 40 et du French Tech 120. Focus aujourd'hui dans notre talk du jour sur la promotion 2021 du French Tech 120 qui ouvre les bras à 30 nouveaux entrants. Le Next 40, lui, accueille 12 nouvelles startups. Un label lancé pour la première fois
en 2019 qui offre à une poignée de pépites prometteuses un accompagnement prioritaire pour les aider dans leur hyper-croissance. Nous avons la chance d'accueillir 3 de ces pépites aujourd'hui sur le plateau de Smartech. Zina Amoumi, directrice financière de CoreWave, spécialiste des pompes cardiaques, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Teddy Pellerin, le cofondateur et PDG de Hitch, plateforme de VTC, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis nous avons Antoine Hubert, président et CEO d'Insect, qui nous accompagne pour ce débat en visioconférence. Bienvenue et bonjour Antoine. Est-ce que vous nous entendez, Antoine Hubert ? Oui, très bien. Super, ravi que vous débattiez aujourd'hui avec nous. D'abord, félicitations à tous les 3. Merci beaucoup. On se sent comment, Zina Amoumi, en rejoignant ce programme très sélectif ? Alors, écoutez, on est très fiers et très honorés de rejoindre la sélection 2021 du FT 120. C'est vrai que c'est un indice qui est sélectif et qui permet d'identifier les leaders technologiques de demain. Et c'est important pour nous parce que CoreWave, nous, on lutte contre l'insuffisance cardiaque, qui est un véritable enjeu de santé publique. Et on le fait à travers le développement d'une petite pompe cardiaque qui est révolutionnaire et qui fonctionne de manière naturelle pour pouvoir redonner une vie normale aux patients qui sont atteints de cette maladie. En plus, votre activité a une saveur particulière après une année 2020 basée sur une crise sanitaire. J'imagine que voilà, cette distinction et votre activité, c'est une saveur particulière après 2020. Tout à fait une saveur particulière et c'est une vraie source de motivation pour nos équipes. C'est vrai qu'on a des équipes qui sont passionnées, qui travaillent d'arrache-pied sur le développement de cette technologie et c'est une vraie reconnaissance pour toute notre équipe. Teddy Pellerin, est-ce qu'elle a plus de valeur, cette distinction, après une année 2020 telle qu'on la connaît ? Je ne sais pas si ça a plus ou moins de valeur. En tout cas, on est aussi content de faire partie du programme. Je pense que Hitch a une histoire quand même assez particulière, parfois un petit peu compliquée. Donc là, d'arriver à devenir la première plateforme française de VTC, je pense que c'est important pour nous. Puis on est quand même sur un marché qui est fortement concurrentiel, avec un acteur leader qui est gros, mais qu'il va falloir déloger à un moment. Donc au moins, on va essayer de le faire. Comment votre secteur a vécu cette année, Teddy Pellerin ? C'est sûr que la mobilité fait partie des secteurs qui sont assez impactés par la crise. Après, je pense qu'on a quand même, nous, réussi à faire une année correcte, on va dire. Aussi parce qu'on a une plateforme qui est peut-être un peu moins touchée que d'autres, parce qu'on a une mobilité un peu plus locale. Moi, je n'ai pas beaucoup de trajets B2B sur ma plateforme, je n'ai pas beaucoup de trajets aux aéroports ou de touristes. J'ai beaucoup plus une mobilité dans les banlieues et dans Paris, avec finalement des Parisiens et des banlieusards qui, eux, notamment pour la banlieue, ont continué de se déplacer un petit peu plus. Donc, à la fin, forcément, on est touché, mais peut-être qu'on s'en sort un peu mieux que d'autres. Antoine Hubert, même question. Comment avez-vous vécu cette année 2020 chez Insect ? Écoutez, on n'a pas été extrêmement impacté. On est une entreprise dans le besoin essentiel, comme c'était qualifié, l'alimentaire. On a pu poursuivre nos activités dans le Jura, à Évry, notre chantier à Amiens. Bien sûr, il y a toujours un impact psychologique des confinements successifs, du télétravail extrêmement intensif, qui n'est pas simple à vivre pour nos équipes. Mais aujourd'hui, effectivement, l'entreprise continue à se développer et on a eu même des grands jalons importants en 2020, avec des annonces de financement, des annonces de nouveaux produits, des annonces de nouvelles autorisations sur le marché, qui était une année particulièrement finalement faste pour l'entreprise. C'est peut-être plus important encore aujourd'hui, en 2021, là, de montrer qu'on a des startups françaises qui marchent, Antoine Hubert ? Pardon, Est-ce que c'est peut-être plus important, encore plus peut-être aujourd'hui, de montrer qu'on a des startups françaises qui fonctionnent et qui marchent, même après une année un peu compliquée ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est important pour le grand public de voir que les startups créent de l'emploi. C'est plus de 10 000 emplois, je crois, qui sont annoncés. Donc, on n'est pas dans du confidentiel, on n'est pas que dans du parisien. C'est de l'emploi à Paris, donc en banlieue, dans toute la France. Il y a une bien plus grande diversité, effectivement, de startups dans ce classement au niveau des différentes métropoles et des régions françaises en termes de présence. Une grande diversité aussi. On parlait de santé, de banque, et puis le secteur qui me tient à cœur, c'est l'industrie, la production. On est la seule start-up agricole dans le NES 40, mais il y a à peu près 30% de start-up industrielles cette année dans le classement qui montrent une création de valeur aussi différente. On n'est pas que dans le digital, dans les start-up, on crée aussi une valeur importante dans la souveraineté alimentaire, dans la souveraineté médicale notamment.
La rentabilité, le chiffre d'affaires reste la condition, je crois, principale quand même à l'obtention de ce label. Quelle place pour l'innovation, Zina Hamoumi, exactement? Il faut réussir, mais bon, j'imagine que ce qu'il faut mettre en avant, c'est aussi vos innovations et vos technologies de rupture. Donc en réalité, il y a 2 critères pour être sélectionné dans cet indice. L'un qui est basé sur le chiffre d'affaires et l'autre qui est basé sur les levées de fonds. Et pour des sociétés comme les nôtres, c'est plutôt sur ce critère-là qu'on va être sélectionné. C'est ça, quelle place pour l'innovation, Teddy Pellerin? On parle beaucoup de rentabilité, de croissance des entreprises. Quelle est la place vraiment de l'innovation dans ce type de label ou de distinction? Oui, non, mais je pense qu'effectivement, sur le critère du chiffre d'affaires est plutôt là pour permettre à des sociétés qui sont un peu mieux établies et qui vont commencer à aller vers une logique de rentabilité, ce qui est important aussi, parce que quand même le but d'une start-up à la fin, c'est de devenir une vraie entreprise et de gagner de l'argent. Mais à côté de ça, voilà, le critère des levées de fonds, et puis il y a quelques choix aussi, il me semble, par rapport aux régions ou deux, trois trucs comme ça, permet aussi d'aller chercher des entreprises peut-être un peu plus innovantes ou en tout cas des degrés de maturité un peu moins avancés sur la rentabilité, mais peut-être plus avancés sur l'innovation et pour essayer d'avoir un panel un peu plus représentatif de l'écosystème. On va parler de l'accompagnement que fournit ce label, cette distinction. Teddy Pellerin, de quelle manière il accompagne les startups aujourd'hui, ce label? Alors nous, l'an dernier, on avait fait pas mal de choses. Donc je pense qu'il y a... en fait, ça permet d'avoir accès plus facilement, on va dire, à certains dispositifs de l'État ou à certaines personnes. Notamment, nous, on avait fait, alors ça peut me paraître anodin, mais on avait fait un contrôle URSSAF à blanc. Ce qui est hyper important parce que ça permet de voir où est-ce qu'on est dans l'entreprise, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on est en train de créer une entreprise qui derrière va bien respecter toutes les normes et tous les dispositifs réglementaires, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça, il y a pas mal d'aspects sur le financement aussi pour nous accompagner notamment sur des fonds européens ou ce genre de choses. Quand on voit la diversité des activités représentées, on peut s'imaginer, est-ce que l'accompagnement est très personnalisé? Comment? Ah oui, nous, ça a été, par exemple, moi j'ai fait un déplacement en Côte d'Ivoire, parce que donc Itch, nous on est présent en France, en Belgique, mais on a une présence en Afrique. Donc on est au Maroc, en Algérie, en Angola. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays qu'on aimerait bien lancer. Donc j'avais participé à un déplacement là-bas avec la délégation économique quand le président s'était déplacé. Et ce qui permet effectivement de, assez facilement, enfin plus facilement en tout cas, d'avoir accès après aux personnes localement. Donc c'était le ministre des Transports en l'occurrence. Ce qui est intéressant parce que pour une petite entreprise comme la nôtre, je pense que si je vais taper à sa porte et je lui dis « Coucou, je suis Teddy, j'arrive », je ne suis pas sûr que j'aurai la porte ouverte. Donc non, je pense que c'est un dispositif qui est hyper intéressant, notamment quand on est dans des logiques d'hypercroissance, parce qu'on doit aller vite, donc sur le financement, développement international, sur en fait, le fait de structurer aussi une entreprise qui change très vite et qui grossit, donc ça c'est essentiel. Et puis après, il y a peut-être aussi un peu de notoriété pour les levées de fonds, pour des clients, pour certaines personnes, ça peut être intéressant aussi, etc. Est-ce que cette implication des pouvoirs publics dans le secteur privé, elle est normale selon vous? Bon, après, il n'y a pas non plus... Oui, je pense, enfin déjà, il y a la... Non, mais c'est important, voilà, on se dit, à un moment, on a peut-être aussi besoin quand même d'une visibilité des pouvoirs publics. Oui, après, on n'a pas d'avantage particulier, enfin, c'est pas non plus comme s'il n'y avait que Hitch qui existait comme plateforme de VTC, et ça y est, il n'y a plus Uber en France. Uber est encore là et est très leader, donc voilà, ça fait pas tout. Mais je pense que c'est quand même important d'essayer de favoriser quand même les startups locales. Il y a des pays qui vont plus loin et qui essayent de faire des réglementations sur mesure pour aider les champions locaux. Hitch ne peut pas se targuer d'avoir eu ce traitement de faveur. Donc ça dépend des moments. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Zina Hamoumi, d'un accompagnement comme celui qu'offrent ces deux labels? Alors, pour nous, c'est effectivement de la visibilité, c'est une vraie marque de confiance et c'est la possibilité de faire partie d'un écosystème et d'être accompagné. Donc, vous parliez justement des coordinateurs et accompagnateurs du FT120 qui sont très proches des administrations et de l'État et qui, je pense, peuvent accompagner les entreprises pour nous permettre de nous concentrer sur nos cœurs de métier et sur notre activité. Antoine Hubert, même question. De quelle manière ce label vous a accompagné en 2020? Qu'est-ce qui vous a aidé? En quoi il vous a aidé sur votre croissance? Moi, je reprends ce qu'ont dit mes collègues, c'est la relation avec les institutions. On a un projet, comme beaucoup, assez complexe, beaucoup de sujets administratifs, avec le démarrage d'un site industriel à Amiens,
des sujets d'export avec les douanes, voire des sujets de relations avec la Banque de France. Donc notre contact la mission French Tech et puis faciliter grandement les relations avec l'ensemble des administrations. Et puis c'est une visibilité internationale. On a été emmené avec la délégation française à Davos. On était à peu près 10 du Next 40. C'était une très bonne visibilité là-bas, rencontrer des investisseurs et des grands groupes dans un cadre assez extraordinaire et qui nous a permis de reparticiper aussi cette année au World Economic Forum virtuel. Donc non, c'est beaucoup de visibilité, même si le Covid n'a pas permis de donner toute l'ampleur qui était pensée initialement par les équipes de la French Tech en termes d'événements, notamment en termes de relations entre le CAC 40 et Next 40. Il y a des premières initiatives qu'on espère se voir se renouveler cette année. Pour rebondir sur ce que disait Antoine Hubert, vous le disiez, vous aussi un peu tout à l'heure, il y a une vraie visibilité avec ce label qui est important pour une expansion peut-être internationale ou pas, mais dans tous les cas, la visibilité, ça c'est quelque chose qui n'est pas anodin, en tout cas qui peut servir pour la croissance d'une entreprise. C'est vrai que ça fonctionne assez bien. Ouais, là, nous, quand il y a eu les nominations, assez vite, on reçoit des mails, même de potentiels investisseurs, etc. Bon, alors après, il faut faire le tri, c'est comme tout. Mais non, ça apporte une vraie visibilité, une vraie reconnaissance, et je pense que pour une entreprise qui se développe, c'est important. Ouais. Où en êtes-vous, Antoine Hubert, de votre croissance actuellement et qu'attendez-vous de ce label cette année, pour le coup ? Écoutez, cette année, nous, on est concentré sur le démarrage de notre site à Amiens et sur la suite du décollage à l'international, notamment en Amérique du Nord. Donc, on espère que la situation sanitaire, notamment, permettra un certain nombre d'événements, au moins sur le deuxième semestre, de rencontres investisseurs, comme le sait le faire la French Tech. C'est quelque chose qu'on espère voir se renouveler, et notamment, encore une fois, les relations avec le CAC 40, c'est important, même en tant que personne, en tant que patron de sociétés jeunes comme du Next 40, avoir le retour, l'expérience de grands groupes, et que nous-mêmes, on puisse diffuser aussi la technologie, du digital auprès de ces grands groupes. Je pense que c'est vraiment un partage très utile d'expérience pour nos entreprises de croître et de réaliser toutes leurs promesses. Est-ce qu'on vous a prévenu peut-être qu'avec cette crise, les aides seront peut-être différentes, Antoine Hubert, cette année, ou pas du tout ? Les aides sont déjà extrêmement conséquentes, depuis le PGE et donc les plans les prêts garantis par l'État. BPI a fait un effort incroyable avec le gouvernement. Donc on espère effectivement que les choses vont continuer. Dans le secteur particulier dans lequel je suis, l'industrie, la deep tech, on sait que l'effort fait par BPI est important et se poursuit. Je pense que c'est essentiel de continuer là-dessus, de montrer, notamment dans le secteur de la santé, on a vu, c'est assez décrié, le fait qu'il n'y a pas assez de start-up visibles sur le sujet de la Covid, alors qu'il y a effectivement une énorme diversité, une très grande richesse de start-up. Ça va être l'occasion de les mettre plus en avant, j'espère, cette année, et dans tous les domaines, on va dire, d'innovation, de rupture, pour le bien-être de n'importe quel Français et Française. Je vais faire réagir bien sûr Zina Hamoumi, concernée par ce que vous dites. Absolument. Antoine Hubert, comment vous voyez votre secteur évoluer, la tech, la santé ? Alors c'est vrai que le secteur de la health tech représente, je crois, un quart des entreprises qui sont dans cet indice FT 120, et il y a une vraie volonté des pouvoirs publics de soutenir la santé et les startups et les jeunes entreprises innovantes dans ce secteur. Nous, c'est vrai qu'on a eu la chance en plus récemment, en plus d'avoir le soutien de la France et de nos actionnaires historiques, d'avoir le soutien de l'Europe, puisque CoreWave est la première société privée à avoir accueilli l'Europe via son fonds EIC dans son capital. Donc c'est très important pour des entreprises comme les nôtres d'avoir les moyens de nos ambitions et de pouvoir concrétiser ces innovations que nous sommes en train de développer pour le bénéfice des patients. Bien sûr, il parlait également de visibilité. Vous aussi, ça c'est quelque chose que vous recherchez avec ce label, j'imagine, visibilité auprès des grands groupes peut-être pour développer votre croissance. Vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous attendez de l'année prochaine sur CoreWave ? Nous, nos prochaines étapes, alors c'est évidemment la finalisation de notre dispositif et aussi on a des vrais enjeux de croissance et de renforcement de nos équipes et de renforcement de notre infrastructure. Donc les prochaines étapes vont être l'industrialisation et également la construction d'une équipe qui viendra accompagner à la fois les patients et le corps médical dans le cadre des essais cliniques. Antoine Hubert, on dit les investisseurs peu réceptifs au label Next 40. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est comme tout, un label ne fait pas la décision d'un investisseur pour investir dans une société. C'est une marque qui est importante dans un écosystème avec au-delà des investisseurs, des clients, des fournisseurs, comme on disait tout à l'heure, aussi des talents pour recruter, parce que du coup on est visible et c'est ça, in fine, ce qui est aussi très important, c'est trouver les bons talents pour nos besoins. Donc, évidemment, ce label-là ne va pas faire la décision d'un investisseur. Il s'ajoute en fait dans l'ensemble de la valeur que vous créez sur vos produits, sur vos marchés, de votre équipe. Ça souligne la qualité simplement du travail fait par des fondateurs, des fondatrices et leurs équipes, et ça montre une dynamique. Mais c'est pas ça évidemment qui fera la décision finale d'un investisseur. Vous êtes d'accord avec ça, Teddy Pellerin? C'est pas grave, ça apporte d'autres choses, même si les investisseurs sont peu réceptifs. Oui, non, mais après ça apporte de la visibilité, donc ça permet que peut-être en face certains investisseurs puissent finalement connaître la société. Après, un investisseur, s'il met des millions d'euros sur la table, effectivement, il va regarder un peu derrière le label et voir s'il pense que ça va pouvoir lui rapporter ou non. Est-ce que ce coup de pouce est nécessaire, selon vous, à une expansion internationale, Zina Hammoumi? Ça peut être utile. Ça peut faire partie de ce qui va permettre le succès de cette expansion. Mais je rebondis sur ce que vous disiez. Je pense que c'est surtout important, notamment dans le cadre de recrutement, parce que ça donne une visibilité auprès des talents qui peut-être ne connaissaient pas telle ou telle entreprise. Donc je pense que ça peut plus apporter à ce niveau-là. Oui, ça me fait parler aussi de l'emploi. Antoine Hubert le disait, ça crée des emplois. Toutes ces startups créent des emplois aujourd'hui en France et créent des emplois dans la tech, dans l'innovation. Et ça, c'est important pour l'avenir, de se dire qu'il y aura une main-d'œuvre qualifiée qui sera à même de travailler dans ces... Nous, dans les ça vous intéresse, j'imagine. Tout à fait. Dans les industries de la santé et de la health tech, je crois que ça représente à peu près 50 000 emplois en France, donc c'est loin d'être anodin. On a en plus des sous-traitants, beaucoup d'emplois indirects qui sont créés. Et chez nous, c'est vraiment l'enjeu le plus important, les équipes, les talents. Nous, on développe un dispositif qui est très complexe et qui fait appel à vraiment des niveaux d'expertise qui sont très pointus. Et donc, on doit aller chercher, on a réussi à attirer chez CoreWave des talents qui viennent de partout dans le monde. Donc, on a des gens qui sont arrivés des États-Unis, de chez nos voisins européens, etc., qui sont les experts mondiaux dans leur domaine et qui sont arrivés chez nous à Clichy pour travailler dans notre centre de R&D et participer au développement de cette pompe innovante. Antoine Hubert, c'est important en effet d'avoir ces talents sur ces questions de nouvelles technologies et de technologies de rupture. C'est important pour l'avenir. Oui, tout à fait. C'est important. Et là, on voit aussi très bien justement l'importance du label NES40 French Tech 120, la relation avec les administrations. Le recrutement de personnes étrangères est grandement facilité. Pour l'obtention de visa, pour que les personnes en quelques jours puissent arriver dans l'équipe et pas attendre plusieurs mois, comme parfois ça peut arriver avec des très longues attentes en préfecture. Donc là, on vraiment une facilitation de l'arrivée de talents dans des pays parfois lointains, bien au-delà de l'Europe. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Qu'est-ce que ça change, par exemple, pour Itch de passer du French Tech 120 au NES40? Quelle est la différence entre ces deux labels? Je pourrais vous répondre dans un an, peut-être. Non, je pense que c'est une visibilité un peu plus accrue. Donc, il y a une vraie différence, vous pensez, entre les deux? Je ne sais pas, je verrai dans un an. Après, nous, sur la première année, en tant que FT120, on a été, je trouve, très bien accompagnés. Alors effectivement, avec l'année particulière, il y a eu un peu moins d'événements que ce qui était prévu. Je pense que c'est plutôt, je ne sais pas, on verra, mais je pense que c'est plutôt vraiment une visibilité qui est plus forte. Moi, j'ai senti une différence quand même sur le nombre de sollicitations entre la première année et la deuxième année, où on sent qu'effectivement c'est... Là, en rentrant dans l'X40, il y avait une étape supplémentaire. Ouais. On sent qu'il y a quand même, ça pose un peu plus les bases, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est bien. Et puis peut-être que du coup, derrière, si on demande certaines choses, peut-être qu'on a plus facilement accès à d'autres services parce qu'on fait partie de ce label-là. Mais je ne sais pas, parce que l'accompagnement FT120 était déjà très bien. Ouais. Antoine Hubert, il y a une différence entre l'accompagnement, que ce soit du côté du NES40 ou du French Tech 120? Alors, je vous avoue, je ne connais pas l'accompagnement French Tech 120, parce que on a la chance d'être pour la deuxième année dans le NES40. Donc, je ne connais pas les détails. Je sais on va dire que les relations avec l'administration les soutient elles-mêmes. Vraiment, on a des start-up managers qui nous accompagnent tous
dans les éventuelles problématiques qu'on peut rencontrer. Et c'est peut-être dans la visibilité internationale dont on parlait tout à l'heure, dans les événements. On peut suivre effectivement les grands événements internationaux, mais comme je citais tout à l'heure le World Economic Forum, finalement on n'était que 10 sociétés du Next 40 qui ont été emmenées avec la délégation ministérielle à Davos l'année dernière. Donc je pense qu'il y a quelques événements encore plus d'une très grande visibilité où aide du Next 40 a un plus grand impact. Antoine Hubert, est-ce que selon vous, derrière ces labels, il y a un objectif peut-être de la part des pouvoirs publics de vous garder en France, de garder toutes ces pépites françaises ici sur le territoire ? Oui, ça fait partie d'une stratégie gouvernementale pour montrer l'attractivité de la France, l'attractivité pour aussi des investisseurs internationaux de venir s'implanter en France, créer des bureaux, investir dans des startups pour créer justement de l'emploi, de l'impact, montrer aux startups françaises qu'elles sont bien accompagnées, qu'elles sont soutenues par les politiques, par l'ensemble des Français. Donc ça, c'est important de se sentir soutenu. C'est pas toujours le cas. On le rappelait tout à l'heure. Parfois, il y a des difficultés inhérentes à certaines activités face à l'administration. Donc, montrer ce soutien à la politique, c'est important et ça contribue peut-être à des décisions futures, mais qui reste la prérogative et la souveraineté de chacun des entreprises et de leurs actionnaires, leurs administrateurs. Mais ça fait effectivement partie. Ça aide effectivement au développement et la France est en pointe à l'échelle mondiale. On n'est pas encore bien loin de ce qui se fait en Silicon Valley, mais la progression de l'écosystème Fresh Tech en 5 ans est absolument remarquable. Oui, on remarque une évolution, Zina Hamoumi, vous êtes d'accord avec ça? La France commence petit à petit à concurrencer les grands, les Américains, peut-être les Chinois. Oui, il y a de l'espoir? On voit que c'est une vraie volonté des pouvoirs publics. Et quand on regarde la façon dont est composé ce FT 120, les premières entreprises sont des entreprises industrielles. Au deuxième rang viennent les entreprises de la santé. Donc ce sont vraiment des secteurs d'activité stratégiques que la France vient soutenir de manière très visible et très concrète. Teddy Pellerin, pareil, c'est important de montrer que la France, elle aussi, a de beaux jours devant elle sur la tech, sur l'innovation. Oui, bien sûr. C'est sûr que là, je rejoins ce qui a été dit. Nous, on a créé Itch en 2013, donc ça fait 8 ans. L'écosystème start-up ou tech français n'a rien à voir par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Donc, il y a En combien d'années, alors, ça a changé? Moi, je l'ai vu sur 8 ans, mais peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Au tout début, nous, quand on s'est lancé, les startups ont commencé à en parler. Mais alors, ceux qui se sont lancés encore avant, on peut leur rendre hommage parce que pour le coup, c'était encore probablement plus difficile. Et à partir de 2015-2016, on voit une accélération qui est phénoménale. Ouais. Donc, c'est bien. Ça montre que la France est dynamique sur ce sujet-là et c'est probablement un secteur d'avenir, donc il y a un sujet important. Et effectivement, ça fait partie des pays européens, peut-être même le pays européen aujourd'hui qui est le plus dynamique, que ce soit en termes de création de start-up, de levée de fonds, etc. Donc, c'est une vraie chance. Et je pense que ce label fait aussi et un des éléments qui permet de montrer ça et d'aider dans ce sens. Vous parlez de l'Europe, peut-être que l'Europe aussi peut être importante à un moment pour concurrencer les Américains ou les Chinois, Teddy Pellerin. Oui, alors ça c'est difficile parce que c'est vrai que le marché européen, on le voit souvent comme un marché unique, mais quand on est une start-up, en vrai, non, c'est que des marchés différents, en tout cas sur mon secteur, avec des réglementations différentes, avec des langues différentes, avec des entreprises différentes, des règles fiscales différentes, etc. Donc c'est sûr que par rapport aux États-Unis, on n'a pas un marché de 400 millions de personnes sur lequel on peut se développer et d'un coup, on peut du coup avoir beaucoup plus de potentiel. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus si on veut aller vers un vrai marché unique pour les startups. Néanmoins, ça fait partie, je pense, peut-être des ambitions futures. Et puis, voilà, comme toute start-up, toutes les startups européennes, on est aussi soumises aux mêmes règles. Donc après, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas réussir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Smart Tech. Pas pour vous, Antoine Hubert, mais en tout cas, merci d'avoir débattu avec nous aujourd'hui sur le plateau. Zina Hamoumi, je le rappelle, vous êtes directrice financière de CoreWave, Teddy Pellerin, le cofondateur et PDG de Itch, et Antoine Hubert, président et CEO d'Insect. Merci encore à tous les trois et félicitations. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour l'alerte cyber avec Damien Bancal. L'alerte cyber avec Damien Bancal, journaliste spécialiste en cybersécurité et fondateur du site d'alerte zatas.com. Bonjour Damien.
Bonjour. On voit de plus en plus de services web qui vous annoncent être capables de vous alerter du piratage de vos données. Vous entrez votre adresse électronique et il vous indique votre présence ou non dans les mains des pirates. Cela semble sans danger. Pourtant, Damien, vous ne semblez pas de cet avis. Non, je ne suis pas vraiment de cet avis. Je suis même venu un petit peu râler sur cette nouvelle tendance de diffuser un petit peu tout et n'importe quoi dédié à la cybersécurité. Et pourquoi je vous dis ça? La semaine dernière, à grands coups de communiqué de presse, une société a annoncé mettre à disposition plus de 3,5 milliards d'identifiants de connexion piratée. Ils ont mis en place un moteur de recherche. Alors, l'idée de l'outil, un outil en ligne, il permet aux internautes de rentrer leur adresse électronique et abracadabra, l'internaute est soi-disant alerté à savoir si son mail et son mot de passe ont été piratés. Alors comment ça fonctionne? Il faut savoir que cette base de données de 3,5 milliards de mails et de mots de passe, eh bien, elle ne date pas d'hier, elle date de 2018. Et c'est exactement 12 milliards d'informations que les pirates ont diffusées comme ça à droite à gauche. Et sachant qu'ils sont en guerre, en concurrence avec d'autres pirates, ils ont souhaité offrir ça à leur communauté. Alors sur ces 12 milliards, il y a effectivement 3,5 milliards de données qui sont utilisable. Bilan, tout le monde en a parlé et des milliers d'internautes sont allés jeter leur adresse électronique, dans un site qu'ils ne connaissent pas. À noter de plus que les informations piratées collectées à droite à gauche, donc, ont été utilisées par des pirates russes, brésiliens, philippins et anglophones. Eh bien, faire quoi? Eh bien, quand vous avez rentré votre mail et votre mot de passe, eh bien, le site internet vous indique aussi d'où proviennent les informations. Bref, vous donne le nom du site internet qui a fuité. Cerise sur le gâteau, pour faire leur malin, ça a permis d'attirer aussi des pirates. Bref, des portes d'accès à leurs futures victimes. Mais Damien, c'est pourtant bien pratique d'être alerté. Alors, oui et non, je suis complètement d'accord avec vous. C'est très important d'être alerté. On peut effectivement trouver ça pratique d'être alerté après le vol et la potentielle exploitation. Il est malheureusement trop tard. C'est un peu comme si j'étais en voiture, vous savez, avec mon pneu qui a crevé et me voilà coincé entre deux arbres après avoir fait une sortie de route. Eh bien, mon ordinateur de bord est en train de me dire « Attention !» Mais il me le dit après l'accident. « Attention, attention, il y a un problème avec votre pneu arrière, il est usé. » Bref, il est trop tard. Et non, ce n'est pas pratique. Ça, c'est mon avis. C'est même dangereux. Fournir votre adresse électronique à des inconnus qui vous indiquent vouloir vous aider, eh bien, c'est un peu fournir vos clés de maison, vous savez, un passant dans la rue, là, comme ça, en lui demandant si la serrure fonctionne bien pendant votre absence. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, Damien? Dites-nous. Alors déjà, on ne cesse de le répéter, mais vos accès à des sites web, forums, réseaux sociaux, eh bien, doivent se faire avec des identifiants de connexion uniques. Pas la même adresse électronique, donc pas le même mail, pas le même mot de passe, et dans la mesure du possible, toujours, je dis bien, toujours utiliser la double authentification, la fameuse 2FA. Vous savez, cette double clé que vous rentrez avec votre mot de passe. Comme ça, même si le pirate utilise ce genre de moteur de recherche, sans votre 2FA, il ne rentre pas chez vous. Ensuite, l'hygiène numérique tant vantée et avec justesse par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et attention, cette hygiène numérique n'est pas qu'un mot marketing. Obligez-vous à un contrôle régulier de vos comptes, de vos machines, de vos smartphones. Pendant que vous suivez Smartech, par exemple, eh bien, faites donc un petit peu le tour de vos mots de passe et changez-les. Une fois par mois, ça c'est au mieux pour les paranoïaques comme moi, et au pire, par trimestre. Et dernier point, et je pense d'ailleurs aux sociétés comme Trigano ou encore l'assureur SVI, qui se sont fait piéger là dernièrement par des pirates comme les groupes Avadon ou Sodony-Cobie, eh bien, il faut de la formation, de l'éducation et permettre la compréhension par toutes et tous de ce qu'est la cybersécurité de l'individu. La cybersécurité, c'est la clé. Il faut que les individus comprennent le problème. Et je finirai par un petit détail. Ce n'est pas qu'une fois que l'on découvre que vos domaines, que vos comptes administrateurs ont été compromis, que l'ensemble de vos données, mots de passe, mail, etc., eh bien, ne sont pas dans les mains de pirates informatiques. Bref, informer après, c'est bien. Il est trop tard. Merci Damien pour tous ces conseils. Je vais aller changer de ce pas mon mot de passe, ça fait un petit moment déjà. Je le rappelle, vous êtes journaliste spécialiste en cybersécurité, fondateur du site d'alertezataz.com. Tout de suite, on parle d'innovation et d'amour aussi avec Cécilia Sévry.
À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Séverine nous en donne un petit aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors hier, c'était la Saint-Valentin. Et si vous avez raté l'occasion de faire plaisir à votre partenaire, vous nous donnez, Cécilia, l'occasion de nous rattraper avec une belle innovation. Oui, je vous propose, Eva, pour vous rattraper, d'envoyer une lettre d'amour directement dans l'espace. Ça devrait impressionner votre partenaire. Et vous excusez, l'application en fait Adopte un mec lance une opération spéciale Saint-Valentin où elle propose donc à son public, à ses utilisateurs, mais pas que, à tout le monde, d'envoyer 1000 lettres d'amour dans l'espace. Mais où dans l'espace, Cécilia? Alors, dans l'ISS, dans la Station spatiale internationale, vous savez, qui orbite autour de la Terre à 400 km d'altitude. Pour y aller, les lettres, eh bien, elles vont emprunter une fusée, la fusée Falcon 9 de SpaceX. Et c'est seulement en novembre prochain qu'elles décolleront, il faut le préciser, depuis Cap Canaveral, qui est la mythique base de lancement qui nous a lancé les missions Apollo en direction de la Lune. Alors, pour voyager, elles vont être emballées dans des colis. Le colis va faire environ 500 grammes. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est important de préciser que l'incidence de ce colis sur la charge utile de la fusée ne sera que de 0,002%. Et donc que l'impact carbone de cet événement devrait être extrêmement faible, c'est quand même important de le préciser. Alors bien emballées, ces lettres, elles vont parcourir l'équivalent d'un aller-retour Terre-Vénus, c'est-à-dire environ 100 millions de kilomètres, puisqu'elles resteront 6 mois dans l'ISS qui tourne autour de la Terre. Elles reviendront finalement s'échouer dans l'Atlantique à bord de la capsule Crew Dragon. Et là seulement, elles pourront rejoindre enfin leur destinataire avec en prime un petit certificat de voyage. Alors comment on fait pour envoyer ces mots doux dans l'espace? Alors on va sur le site internet adopteunmec.com et puis là on va pouvoir d'abord écrire sa lettre d'abord sur ordinateur et puis enregistrer ses données personnelles, son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone. Et c'est là aussi évidemment, il faut le dire, que réside l'intérêt pour la marque d'organiser ce genre d'événement parce qu'il y a une collecte de données. Et puis ces lettres-là, vous pouvez faire cette démarche. Vous n'avez par contre que jusqu'au 1er mars. Il faut se dépêcher un petit peu pour se rattraper, sinon ce sera fini pour votre partenaire. Et puis, puisque c'est un concours, c'est un jury d'amateurs qui va choisir les plus belles lettres d'amour et qui va en sélectionner 1000. Parmi elles, 500 seront mises en avant. On va vous proposer de les envoyer en version manuscrite. Et donc, la société va vous envoyer un kit avec une plume, un parchemin pour envoyer en version manuscrite à votre partenaire cette lettre. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre déjà qu'elle décolle et ensuite qu'elle revienne en croisant les doigts pour que votre partenaire soit toujours votre partenaire en retour de cette lettre. Il n'y a pas de chance que les lettres soient altérées, par exemple, Cécilia? Si, c'est possible. En fait, on n'en sait rien. C'est ce qui ajoute aussi un petit peu au piquant de cette initiative parce que les lettres pourraient recevoir des rayons ionisants du soleil, par exemple, et la teinte de l'encre pourrait être légèrement altérée ou alors la teinte de la feuille. Envoyer des objets dans l'espace, Cécilia, ça s'est déjà fait? Oui, ça s'est déjà fait. Alors, tout le monde n'a pas la chance, parce que ça arrive aussi, de connaître un astronaute et de lui donner un petit bout, un petit souvenir à nous, à envoyer dans l'espace. Donc pour ça, il y a la société Toucan, qui est une société française, qui a obtenu en 2020 l'autorisation de la NASA d'envoyer un petit bout de nous dans l'espace. Comme quoi, par exemple? Eh bien, comme n'importe quel objet, c'est-à-dire une bague, ou alors un médaillon, ou une photo même, ou un poster, ce que vous voulez, mais il y a quand même des restrictions de taille, évidemment, et de poids. Pour l'instant, l'objet ne peut pas excéder 10 par 10 cm, et 200 grammes. Et comme pour les lettres d'amour, eh bien, ils décolleront en fusée, ces objets, avec la fusée, encore une fois, de SpaceX, Falcon 9. Ils rejoindront l'ISS pour un séjour d'environ 1 mois. Mais il y a aussi l'option du vol suborbital, c'est-à-dire qu'on va envoyer dans une capsule ces objets qui vont aller faire un petit tour dans l'espace et ensuite, comme la vitesse ne sera pas assez rapide pour être en orbite, ils vont retomber tout simplement pour venir encore une fois s'écraser dans l'océan et là ils seront récupérés. Ils vont flotter environ 3 minutes dans l'espace. Donc il y a les deux formules. Dernière question, combien ça coûte? C'est pas donné, mais c'est quand même un cadeau assez particulier. Et puis il s'agit de se rattraper pour la Saint-Valentin. L'objet, pour l'envoyer dans le cas de Toucan, c'est 2000 € pour l'envoyer dans l'ISS, 1500 € pour l'envoyer dans l'espace seulement flotter 3 minutes, et puis c'est 1000 € de moins s'il s'agit simplement d'une photo ou d'un poster. Merci beaucoup Cécilia pour cette innovation spéciale. À suivre le Lab présenté par vous, 4 jeunes pousses d'avenir à découvrir.
C'est déjà la fin de votre émission Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, retrouvez-nous à la même heure. On parlera dans notre débat du savoir-faire français dans le secteur de l'animation. À demain, donc dans Smart Tech. Et très bonne journée à tous sur Bismart.